7h43, le petit déjeuner politique ce matin. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Coup d'accélérateur en ce moment sur la loi climat avec des mesures très concrètes, comme l'adoption hier soir de l'interdiction de location de logements passoires thermiques pour 2028, même s'il y a des échéances. Alors c'est près de 5 millions de logements concernés au total. Comment est-ce que vous allez faire pour éviter une crise immobilière, parce que c'est ce que redoutent déjà certains professionnels? Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aider les gens à pouvoir isoler leur logement. Alors, il y a beaucoup d'aides qui existaient déjà, mais quand vous en parlez avec n'importe qui, on vous expliquait que soit c'était très compliqué, parce qu'il y a plein d'aides, parce qu'on ne savait pas trop à qui s'adresser, etc. Soit il y avait un problème aussi financier, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer sa rénovation. Et donc là, grâce à cette loi, on va mettre en place un accompagnateur rénov', c'est-à-dire quelqu'un qui va vous suivre, une vraie personne, pas une personne électronique, une vraie personne de A à Z, qui va venir avec vous faire le devis, regarder ce dont vous avez besoin, vous aider pour vos financements et vous aider aussi pour la tenue des travaux, pour trouver les bons artisans, etc. Donc vous serez accompagné du début à la fin. Ça, c'est très important. Et puis, il va y avoir des aides qui vont être mises en place, y compris pour ce qu'on appelle le reste à charge pour ceux qui ont peu de moyens. Oui, c'est ça. Puis pour les copropriétaires, vous avez un appartement que vous louez ou plusieurs dans un immeuble. Il y a plusieurs copropriétaires. Il faut obliger les autres à faire les travaux, sinon ça sert à rien. Vous tout seul dans les immeubles, quoi. Oui, on essaye dans cette loi de traiter tous les problèmes pour trouver des réponses pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment une montée en charge. Aujourd'hui, il y a des rénovations qui sont faites, mais pas assez, et pas assez complètes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui change sa chaudière, par exemple, c'est très bien. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est que des gens qui vivent dans des appartements ou des maisons pas isolées, où ils ont froid l'hiver, où ils ont trop chaud l'été, puissent avoir les moyens d'avoir un logement qui sera meilleur et qui, en plus, sera plus cher. Donc ça veut dire qu'il y aura un accompagnement. Non, mais il y aura un accompagnement, parce que c'est très sérieux, des copropriétaires, parce que les copropriétés, c'est un énorme problème quand même. S'ils ne veulent pas faire de travaux pour changer la chaudière, pour isoler tout le bâtiment de l'extérieur, ça n'avancera pas, quoi. Et donc certains seront pénalisés. Oui, exactement. Mais encore une fois, ce qu'on veut, et y compris pour les copropriétés, c'est que tout le monde soit aidé de A à Z. Moi, ce que me disent les gens, c'est que vous vous rendez pas compte, il y a plein d'aides, mais on ne sait pas comment ça marche. On est en train d'essayer de changer nos vitres, mais en fait, il faudrait isoler les combles. Et ça, on ne trouve pas les bons artisans. On sent qu'il y a cette espèce de vertige devant tout ce qu'on pourrait avoir, mais qu'on n'a pas. L'accompagnateur, c'est vraiment quelqu'un qui va vous prendre par la main. Moi, je crois que si on fait ça, on va enfin pouvoir avoir un vrai parc de logements qui seront bien. Parce que quand les agences immobilières s'inquiètent, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est les gens qui n'ont pas les moyens de payer leur chauffage aujourd'hui. Et grâce à MaPrimeRénov', grâce à l'accompagnateur, on aura enfin des gens qui vivront mieux. Bon, c'est à suivre, Barbara Pompili. Autre décision très concrète, la fin des lignes aériennes intérieures sur les villes à moins de 2h30 en train. C'est le cas de Bordeaux, Lyon notamment. Qu'est-ce que vous répondez aux élus, notamment dans le sud-ouest, qui affirment que vous sacrifiez des milliers d'emplois avec, par exemple, Airbus du côté de Toulouse? Non, d'abord, quand on voit les moyens qu'on est en train de mettre pour sauver le secteur aérien, je crois qu'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas reprocher au gouvernement, c'est de soutenir l'aéronautique d'une manière générale. On aide aussi, justement, des grandes entreprises à investir dans l'avion vert, dans l'avion à hydrogène. On les aide aussi à utiliser plus de carburants alternatifs, des biocarburants. Ce qu'on veut, c'est simplement qu'il y ait une complémentarité. Quand aujourd'hui, on peut prendre un train qui met 2 heures pour allier, par exemple, Bordeaux à Paris, c'est absurde de prendre l'avion qui va mettre quasiment autant de temps, si ce n'est plus, parce qu'en plus, on arrive à un aéroport qui n'est pas en centre-ville. Donc l'idée, c'est vraiment de privilégier. Mais ce sera encore autorisé pour les correspondances, c'est ça. C'est ça, pour les correspondances, sachant que moi, je travaille aussi pour qu'on arrête de penser uniquement correspondance avion-avion. On peut faire une correspondance train-avion. Aujourd'hui, on a plein de TGV qui arrivent directement dans les aéroports. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse, par exemple, acheter sur le même billet le billet de train et le billet d'avion qui va derrière. Essayer de rendre ça pratique. Moi, ce que je veux, c'est que l'écologie soit pratique. Oui, parce que pour l'instant, elle apparaît comme punitive, quoi. Qu'est-ce que vous répondez à tous les gens qui disent c'est une restriction de liberté, c'est punitif, l'écologie telle que c'est conçu aujourd'hui? Si vous entendez une personne... Non, mais il y en a énormément qui le disent. Si vous entendez une personne ou quelques personnes vous dire l'écologie, c'est punitif, en général, ce sont les gens qui ne veulent rien faire. Et d'ailleurs, on a le problème de l'autre côté. Les gens qui me disent, dans votre loi, de toute façon, c'est pas assez, c'est jamais
jamais assez, etc. Il faudrait tout faire ou rien faire. En général, dans ces cas-là, on ne fait rien. Moi, je suis au milieu de tout ça et je peux vous dire que ce qui est punitif aujourd'hui, c'est les 40 000 personnes qui meurent à cause de la pollution de l'air. Quand vous vous baladez avec votre poussette et que les enfants respirent les gaz d'échappement et risquent dans leur vie d'en souffrir, c'est ça qui est punitif. Ce qui est punitif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les gens qui aujourd'hui ne mettent pas leur chauffage parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer la facture et qui grelottent dans leur logement. Voilà ce qui est punitif. Ce qui est punitif, c'est les gens qui sont inondés dans leur maison parce qu'on a fait de l'artificialisation des sols. Donc moi, mon travail, c'est de faire en sorte que les gens respirent mieux, vivent mieux, en donnant des solutions, parce que c'est vrai que quand on me demande de changer des habitudes, il faut aider les gens, il faut les accompagner. Moi, je veux qu'il n'y ait plus personne au bord du chemin et toutes les mesures qu'on met en place, il y a un accompagnement. Oui, Barbara Pompili, vous avez justement le sentiment d'être une ministre équilibriste entre les plus radicaux, les Verts, et puis ceux qui disent que vous allez vers de la décroissance, sinon que c'est pas raisonnable pour l'économie. Ce que je veux, c'est que l'écologie, elle rentre dans le quotidien des Français et que les Français puissent devenir eux-mêmes des écologistes. On va mettre en place dans la loi des étiquettes environnement. Donc, quand vous allez faire vos courses, vous allez pouvoir voir très facilement si votre produit est un produit qui est bon ou mauvais pour l'environnement. Après, les gens pourront faire leur choix. Moi, je crois en l'intelligence aussi des gens. Et donc, ils feront leur choix. Et d'ailleurs, quand on voit des applications comme Yuka, par exemple, qui fonctionnent très, très bien, ça prouve qu'il y a une demande de la population aussi de pouvoir choisir. Donc, moi, je leur donne le choix. Et puis, encore une fois, on les aide, notamment, par exemple, pour rénover leur logement ou pour changer de voiture aussi. Oui. Alors, voilà, venons à la voiture, parce que le secteur automobile doit également craindre de nouvelles dispositions, avec notamment l'interdiction du diesel à terme dans les cœurs de ville. Est-ce que ça veut dire que pour aller dans les villes, il faudra impérativement avoir un véhicule neuf répondant à certains critères demain? Alors non, pas un véhicule neuf, mais on va faire en sorte que les véhicules les plus polluants soient polluants de quel niveau alors? Mis au rebut. C'est les vignettes critères en fait. Vous voyez ce que c'est les vignettes critères. Aujourd'hui, on a des vignettes critères qui peuvent déjà être interdites puisque, par exemple, dans Paris, on a déjà des interdictions de vignettes critères. L'idée, c'est que là où il y a des seuils de pollution les plus élevés, qu'on interdise les vignettes critères. 5, puis 4, puis 3, en faisant vignette critère 3 interdite en 2025. Donc, pour faire ça, c'est toujours la même chose. Pour faire ça, on met en place évidemment toutes les possibilités d'alternatives à la voiture, donc l'écovoiturage. Moi, j'incite beaucoup au covoiturage. Quand les gens l'essayent, en général, ils Sauf aujourd'hui où on l'interdit plutôt, hein. On l'interdit en raison du Covid. Non mais attendez, le Premier ministre et Olivier Véran et beaucoup d'autres ont dit attention, surtout pas de covoiturage en ce moment. Je vous pose la question. Je comprends qu'il y a un besoin de raisonner à court terme avec la Covid et ça c'est normal. Moi là je travaille sur le moyen et le long terme. J'espère bien qu'en 2025 on n'aura plus ce problème. Je le souhaite pour tout le monde. Donc, le covoiturage, évidemment les transports en commun, évidemment le vélo, etc. Mais surtout, pouvoir acquérir des nouvelles voitures et des voitures qui soient des voitures moins polluantes. Les primes à la conversion, depuis le début du quinquennat, on en est à 800 000. Il y a une très forte demande. Aujourd'hui, on peut aller avec des aides jusqu'à 12 000, voire 14 000 euros dans les ZFE pour avoir une nouvelle voiture. Et on aide aussi pour acheter des voitures d'occasion, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des voitures d'occasion, donc qui sont moins polluantes, quoi. Qui sont moins polluantes, qui ne sont pas y compris des électriques. Vous savez qu'on trouve des véhicules électriques d'occasion à 8 000 euros aujourd'hui. Donc 8 000 euros aujourd'hui, quand vous avez 7 000 euros d'aide, plus des aides qui peuvent être données aussi en plus par des collectivités, franchement, aujourd'hui, on a les moyens d'acheter un véhicule. C'est très très urbain. Pour les gens qui se déplacent, oui, mais sur des véhicules électriques à 8 000 euros aujourd'hui, vous n'allez pas faire beaucoup de kilomètres. Vous commencez à en faire beaucoup, surtout que maintenant, on est en train de déployer les bornes. Ça, c'est le deuxième sujet. Alors voilà, on est en train de déployer les bornes électriques parce qu'on sait très bien qu'un des freins, c'est plus trop, c'est fou, c'est plus trop l'argent, évidemment. Il faut que les aides continuent, mais c'est plus trop l'argent, c'est les problèmes des bornes électriques. Donc là, on est en train de mettre en place un vaste programme de déploiement des bornes. Alors, d'un côté sur les autoroutes, sur les routes nationales, mais aussi pour couvrir tout le territoire, y compris les territoires ruraux, pour que personne ne se retrouve d'un seul coup avec une panne d'électricité, et donc avec des bornes, y compris de recharge rapide dans les territoires ruraux. C'est très important pour que personne ne soit embêté avec une voiture déchargée. Mais comment ferons-nous si on diminue la part du nucléaire
pour fabriquer de l'électricité. C'est l'une des grandes interrogations pour les années qui viennent, Barbara Pompili, puisque vous travaillez sur le long terme. Bien sûr, mais là-dessus, sur le nucléaire, on a un plan de travail qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fait qu'on baisse la part du nucléaire, mais qu'on augmente la part des autres énergies, et notamment des renouvelables. Tout ça est programmé, on ne fait pas ça n'importe comment. On regarde en fonction de la hausse de la demande. Non mais on peut se poser un certain nombre de questions. Et en fait, en gros, on va toujours avoir de l'électricité décarbonée. Et ça, c'est très bien pour notre pollution. Ah bah oui, j'en suis sûre. Et en plus, simplement, là, on est en train de regarder les curseurs entre le nucléaire et les renouvelables. Donc certains veulent plus de renouvelables, d'autres moins. Oui, mais l'éolien, vous savez que quand ça ne marche pas, il faut aller, comme en Allemagne, vers le charbon. Donc c'est ce qu'a fait Angela Merkel. Attendez, oui, Barbara Pompili ici. En l'occurrence, en Allemagne, ils avaient près de 70% de charbon, on a 70% de nucléaire, on ne peut pas comparer. Aujourd'hui, on n'utilise quasiment plus de charbon. On a encore baissé l'année dernière, on est en dessous de 1% d'utilisation du charbon. Ici Oui, je parle de la France. Parce que, oui, on ne peut pas comparer le mix électrique de la France et des autres pays, puisqu'en France, on est à plus de 70% de nucléaire. Alors que dans les autres pays, ce n'est absolument pas le cas. Donc on ne peut pas comparer. Non, mais c'est pour ça que certains disent qu'il ne faudrait pas lâcher le nucléaire. Écoutez, le nucléaire, il a ses avantages, il a ses inconvénients. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Japon, je pense que c'est intéressant de le voir. Le nucléaire a des avantages, c'est de la puissance très vite, très fort. On a un problème de déchets qui n'est toujours pas résolu. On a un problème de sûreté. Les énergies comme l'éolien ou bien comme le photovoltaïque ont un sujet d'intermittence, mais à côté de ça, on pose beaucoup moins de problèmes en termes de déchets et sont beaucoup moins dangereuses. Donc, tout le sujet, c'est de voir comment on fait. Ce qu'il faut, c'est qu'on crée du stockage. Le fait de faire des bornes électriques, le fait de revoir notre réseau nous permettra de mieux stocker. Le fait de développer de l'hydrogène va nous permettre de mieux stocker. Donc, toutes ces questions-là se posent en ce moment, mais c'est fait avec sérieux et les options qui vont être posées sur la table seront des options, justement, où le citoyen pourra donner son avis aussi. Barbara parce que ça fait longtemps qu'on ne donne pas son avis sur la politique énergétique. Il y avait un référendum dans l'air, quoi. Non. Oui, mais attendez. Je pense que ça pourra être un sujet de la campagne présidentielle. Bon, on va venir dans un instant. Juste d'un mot, est-ce que cette loi que vous défendez sur le climat répond aux objectifs de réduction des effets de gaz à effet de serre des accords de Paris de 2015 ? Alors, ça répond dans le cadre global de la politique qu'on met en œuvre. On ne peut pas regarder la loi toute seule. Moi, j'entends des gens qui disent mais la loi toute seule, elle ne répond pas. Mais, forcément, sauf que quand je vous dis, par exemple, qu'on fait des aides pour changer la voiture, c'est pas dans la loi. Sauf que c'est idiot de pas les compter. Quand on décide de faire un plan de 30 milliards d'euros pour aider les industries à se décarboner, ça va avoir des conséquences sur nos émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, c'est pas dans la loi. Donc, il faut regarder en général ce qui a été fait sur le quinquennat avec les différentes lois. On a une loi sur les mobilités. La loi mobilité, on la compterait pas dans l'action du gouvernement sur les réductions des gaz à effet de serre. C'est absurde. Bon, donc il y a une forme d'appréciation. C'est ce que vous dites, Barbara Pompili. Vos anciens amis, peut-être toujours vos amis verts, peinent à trouver un accord, un terrain d'entente avec la gauche. Vous qui venez justement de cette gauche et des Verts, quel est votre sentiment quand vous voyez dans notre sondage Sud Radio JDD ce week-end, IFOP, la gauche qui est à la peine ? Je vois que, en fait, ça ne change pas. Oui. Non, toujours trop de divisions. Oui. Moi, j'ai quitté les Verts parce que ils étaient partis dans des idées un peu radicales que je trouvais peu constructives. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que face à l'urgence écologique. On le voit avec le réchauffement climatique, on le voit encore avec le gel qui tombe sur nos agriculteurs, etc. L'urgence du changement climatique montre qu'il faut agir maintenant et que l'écologie, elle doit infuser partout. Et qu'on ne peut pas se permettre d'être dans une forme de « Ah ben moi je ne travaille qu'avec certains et pas avec les autres ». Moi ce que je veux, c'est qu'on puisse faire avancer les choses. On n'a plus le temps de traîner et on n'a plus le temps d'avoir des bisbilles. Et donc là, il se divise beaucoup trop. Ah bah oui, mais ça c'est habituel. Oui, de la gauche. Bon, dernière question avec Cécile Leménibus. Cécile. Oui, dimanche dans le JDD, 9 maires écologistes proposent de créer des emplois verts garantis. Est-ce que c'est soutenable ? Est-ce que c'est possible ? C'est une idée assez classique en fait. On est sur des emplois aidés, comme ça a été le cas dans de nombreuses occasions auparavant. Moi, je crois que ça n'est pas durable à terme. On peut aider. Nous, par exemple, quand on fait la garantie jeune pour sortir les jeunes qui sont sans perspective et puis les remettre dans le monde du travail, je trouve que c'est une bonne chose. Après, sur la transition écologique,
On a des secteurs entiers qui sont en transformation et qui peuvent déjà créer de l'emploi. On a 4 millions d'emplois aujourd'hui qui sont sur ce qu'on appelle les secteurs de la transition écologique. Il y en a 1 million qui peuvent être créés d'ici 2050. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est surtout aider les entreprises à partir vers la transition. On a dans le plan de relance, on a 9 milliards qui sont pour la formation, et pour la formation y compris vers les métiers de la transition. Je crois que c'est ça le plus important à faire, c'est de bouger en fait tout le système et pas seulement des emplois aidés qui peuvent être une solution, mais dont on a vu qu'à terme, c'était pas ça qui créait une économie durable. Mais vous le rejetez pas complètement? Ben non, je vous dis, on fait de la garantie jeune, c'est aussi des emplois aidés. Mais c'est pas, enfin pour moi, c'est un peu la vieille recette, ça. Bon. À un moment, là, on est en train de changer de culture et de basculer dans un autre monde. Il faut aller plus fort que ça. Ultime question, Barbara Pompili, en un mot, vos adversaires, enfin les adversaires d'Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2022, ceux qui sont déclarés, Marine Le Pen, Xavier Bertrand, vous voyez chez eux des propositions écologistes qui vous intéressent ou pas? Non, aucune. Aucune? Non, alors Xavier Bertrand n'en parle pas du tout, donc comme ça règle le problème. Et Marine Le Pen, quand elle en parle, ça fait peur. C'est-à-dire que non seulement on retrouve son discours haineux, quand elle compare des éoliennes à des migrants, moi je trouve que c'est à vomir. Et puis elle ment quand elle dit qu'on rouvre des centrales à charbon. Enfin, c'est juste l'inverse. Et en plus, elle est complètement incompétente parce que quand elle parle du nucléaire, une fois elle est pour, une fois elle est contre. Elle dit des bêtises. Ça fait peur quand on se dit que quelqu'un comme ça pourrait avoir en charge la politique énergétique de notre pays. Enfin, il faut quand même mettre des gens qui ont un minimum de compétences. Merci Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. On posera la question demain, on aura un représentant du Rassemblement national. Tiens, voilà, absolument. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio. Et dans un instant, le journal de 8h, à tout de suite. Sud Radio.